aujourd'hui pour vous présenter Ansible. Donc, ce sera une présentation assez brève, surtout un retour d'expérience, les avantages qu'on a trouvés, les inconvénients, bref, vraiment un retour d'expérience. Donc, moi, malheureusement, je m'appelle Kevin. J'ai pas eu le choix, c'était comme ça. Donc, je suis responsable d'infrastructure chez Creative Data. Auparavant, je travaillais chez Chronically, une start-up qui n'existe plus aujourd'hui, chez qui j'ai fait quelques déploiements de serveurs, de code, de logiciels. Je me suis bien pris la tête à recommencer plusieurs fois les mêmes étapes. Et chez Creative Data, j'ai découvert Ansible, que j'utilise depuis plus de 9 mois et c'est vraiment pas mal. Donc je suis aussi un fan de Linux, moi les Macs c'est pas pour moi. Et je laisse Rudy se présenter. Bonjour, donc moi je m'appelle Rudy, alors je suis DevOps freelance, à la base je suis plutôt développeur et ça fait 4 ans maintenant que je gère les mises en prod, je gère le parc de serveurs avec un environnement virtualisé et je suis arrivé chez Creative Data il y a 6 mois et j'ai découvert Ansible qui m'a aidé à me structurer dans ma gestion de configuration et de déploiement. Donc on va commencer par vous expliquer comment installer Ansible. Alors il faut savoir qu'Ansible ça s'installe sur votre machine, sur votre station de travail, et ça fonctionne avec du SSH, ça va se connecter en fait sur des serveurs distants. Donc l'installation on peut l'installer à partir des sources ou avec le repo d'Ansible, donc apt-get update et apt-get install Ansible, rien de bien compliqué. Petite astuce tout de suite. Il y a, je pense, c'est pas un développeur qui a une super idée qui s'est dit on va mettre une vache à chaque fois qu'on fait une commande Ansible dans le terminal. C'est marrant une fois, après c'est chiant. Donc on peut le désactiver via un paramètre dans la conf ou on peut carrément faire un apt-get remove copc pour désactiver cette magnifique vache. Donc le principe d'Ansible. Alors Ansible, comment ça fonctionne? Je vous ai dit, ça se connecte en SSH à des serveurs. Ça va exécuter des commandes, donc vous allez définir une liste de tâches, savoir installer un paquet, créer un fichier, déplacer un fichier ou d'autres tâches. Et vous avez ce qu'on appelle un inventory, donc il y a un annuaire qui va référencer en fait, qui va lister vos différentes machines distantes. Vous mettez à l'intérieur l'IP, l'utilisateur SSH, le mot de passe éventuellement, bon c'est déconseillé, il y a une commande pour ça. Et après vous avez ce qu'on appelle un playbook, donc dans lequel vous allez lister toutes vos tâches en fait, les unes après les autres. Kevin va vous expliquer plus en détail après la structure des tâches. Et en fait, Ansible va exécuter séquentiellement toutes les tâches sur les différents serveurs, donc les différents nœuds, et vous allez avoir un retour à chaque fois d'exécution de la commande, et il va les exécuter l'une après l'autre. Donc c'est pratique lorsqu'on a beaucoup de serveurs ou beaucoup de machines distantes à déployer. Ah non, j'ai oublié un petit truc. L'autre truc important avec Ansible, c'est qu'il gère les états en fait. Lorsque vous allez exécuter un playbook sur un serveur, mettons on veut installer un package via apt. Si le package est déjà installé, Ansible va vous dire que l'état est inchangé et vous allez pouvoir comme ça gérer les différents états de vos machines. Et il peut très bien exécuter un script sur 3 serveurs, 2 serveurs ont déjà le paquet installé, le troisième n'a pas le paquet installé, il va vous dire voilà, j'ai exécuté la commande 3 fois, 2 états sont inchangés, un état est changé. Donc ça c'est hyper important et c'est hyper pratique. Je te laisse expliquer un peu plus en détail. Donc pour donner les instructions à Ansible sur ce qu'il doit faire, donc on travaille sur des playbooks. Un playbook regroupe des rôles et un rôle contient des tâches. Donc là on a un exemple de tâche qui tout simplement ça installe Nginx. Donc on fait appel à l'apt, un apt-get, pour Red Hat ce serait un you. On dit package, dans le state on doit soit on dit absent pour le désinstaller, soit latest pour installer la dernière version. Et on lui précise aussi de mettre à jour le cache apt pour avoir la dernière version. Donc je peux montrer aussi un exemple directement dans le code pour qu'on voit un peu mieux la structure. Alors forcément lui il prend la main par-dessus. Oui, moi j'ai. Donc là on a un exemple, on a Nginx, donc c'est un rôle contenu dans les rôles, Nginx, task, et donc là on a le main avec la liste des actions
donc qui se mettent à la suite des autres. Donc on leur donne un nom pour les retrouver quand on exécute. Comme ça, on suit exactement ce qui se passe. Et donc APT, on donne les paramètres. C'est le fonctionnement de base. Après, voilà, forcément il faut faire du début. Donc après, on a la gestion d'inventaire. Donc un inventaire, c'est un dérivé du INI. Donc on précise un groupe de machines. Une machine 1 là, qui s'appelle front 1, front 2, donc c'est deux machines. On leur donne des paramètres. Il y a des paramètres indispensables comme Ansible SSH host qui donne leur IP, l'user pour se connecter en SSH, le port. Et après, on peut préciser aussi les variables custom. On met ce qu'on veut. On les retrouvera dans les playbooks et dans les rôles. On peut les appeler là où on en a besoin. Et enfin, Ansible, sa force, c'est aussi les modules. Parce que comme là, je vous ai montré, il y a le module APT, mais il y a aussi des modules pour Docker, il y a des modules pour modifier des fichiers de config, beaucoup de choses. Des modules pour cron, des modules pour... Enfin, il y en a tout un paquet en fait. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles techno ou des nouveaux frameworks qui sortent, ils rajoutent des modules directement dans Ansible en fait. Donc nous, chez Creative Data, donc, on s'en sert pas mal, par exemple pour déployer des logiciels sur plusieurs machines, soit parce qu'on en a besoin pour de la haute disponibilité, ou même parce que c'est leur fonctionnement interne. Donc du coup, on déploie sur plusieurs nœuds, ça les configure dans la foulée. On s'en sert aussi pour mettre à jour des logiciels à la même version, parce qu'on peut leur préciser, on veut absolument être à telle version. On peut rajouter aussi des applications, on a déjà des serveurs prêts, on veut leur greffer une nouvelle application. Ansible, on rajoute un playbook pour greffer la nouvelle application. Et je laisse Rudy parler pour la documentation. Alors, on a mis documentation entre guillemets parce que souvent quand on est développeur et qu'on doit installer des choses sur un serveur, on commence avec, on ouvre un fichier Word, on commence à mettre les 2-3 commandes, ça ne marche pas, on galère, et ensuite on installe notre truc, c'est installé. 6 mois après, on ne sait plus comment on a fait, on n'est pas capable de le reproduire. Éventuellement, on a un shell qui est à peu près générique qu'on sait réutiliser. Donc là, moi, je trouve que c'est l'alternative, en fait, souvent c'est rien. Donc là, ça fait office de documentation dans le sens où on a toutes les étapes d'installation, ce qu'on a fait. Si on modifie un fichier de conf pour aller lui mettre, pour changer un paramètre, on l'a. Quelqu'un arrive sur le projet dans 6 mois, il sait ce qu'on a fait sur le projet. On peut éventuellement couper avec un README dans le répertoire du rôle Ansible. Et comme ça, on a un minimum d'informations. C'est pas les sysadmins qui vont crier quand on dit que c'est de la documentation, mais pour des développeurs, c'est de la documentation. Donc là, on va vous montrer une petite vidéo d'un déploiement d'Ansible. Donc l'idée, c'est qu'on a 4 machines vagrantes. Donc on va installer 4 machines vagrantes vierges avec du Linux, je pense. On va installer HAProxy dessus et on va installer 2 Nginx et on va mettre en place un load balancer donc, pour rediriger les requêtes sur l'un ou sur l'autre. Ensuite, on va casser l'un des deux serveurs et on va rajouter une nouvelle machine et on va réexécuter les scripts pour remettre une nouvelle machine. On essaie de faire un petit exemple un peu concret pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec et dans quel cas on l'utilise. Donc là, je mets la commande. Donc, Ansible Playbook, toujours pour exécuter un playbook, -i, on précise l'inventaire qu'on charge. Donc la init server, ça contient tout. Donc ça contient à la fois la connexion pour la machine qui va servir de load balancer et à la fois pour les 2 Nginx qui contiendront les pages web. Le playbook, lui, s'occupe uniquement d'installer le load balancer, c'est-à-dire qu'il ne va même pas se préoccuper des machines qu'il a en plus. Donc première étape, il vérifie qu'il peut se connecter à la machine dont il a besoin. Donc là, c'est juste le load balancer. Donc, moi, je l'ai appelé achat. Après, donc là, on a des statuts changés, c'est-à-dire que la machine n'était pas dans le bon état. Donc Ansible est intervenu, il a changé son statut et donc a fait les modifications qu'on lui a dit dans les tâches. Donc là, on va exécuter différentes choses. Ça peut être du shell, ça peut être donc du get URL. Lui, il nous affiche les noms, comme ça nous permet de nous y retrouver lors de l'exécution. Donc voilà, donc là, le premier playbook, c'est fini. Donc il nous fait un récapitulatif, donc il nous dit qu'il y a eu 9 OK, et dans les 9 OK, il y a eu 8 statuts qui ont été changés.
Après, on n'a pas eu d'autres qui étaient indisponibles, ni d'échecs. Donc là, on a installé le load balancer. Donc d'ailleurs, sur le Firefox à droite, donc avant on n'avait rien, maintenant on a un 503 parce qu'on a un load balancer, mais on n'a pas de serveur derrière. Donc là, j'installe les serveurs. Donc ce coup-ci, il y a 2 machines qui sont concernées. Toujours sur le même inventaire, hein, il est partagé. Il se connecte aux 2 et il commence à exécuter les tâches. Donc là, on voit bien que c'est du multi-nœud. Il va traiter les 2 en même temps. Ça fait un gain de temps, je peux faire une après l'autre. Donc bon, c'est une machine pour aller un petit peu plus vite que l'autre, mais ça, c'est dépendant du réseau. C'est un peu long au début, mais bon, c'est le temps de télécharger les paquets. Donc voilà, donc là on a eu des statuts OK parce que on avait déjà les dépendances de mise. Par contre là on a des statuts changés parce que on n'avait pas fait d'update cache, là c'était le rôle. Ensuite là donc il est en train d'installer la dernière version d'Nginx. Bon là hop, ça y va. Donc il a téléchargé aussi, il a créé la configuration pour Nginx, il a mis l'HTML. Donc à la fin on a eu donc 13 OK et 9 changés, donc il y avait 4 choses qui étaient déjà correctes. Et donc maintenant ça répond sur Firefox, parce qu'il y a des serveurs derrière. Donc là je vais m'amuser, donc là je montre, j'ai fait exprès de mettre des pages HTML différentes, comme ça pour le fonctionnement. Là je profite d'Utility Terminator pour gagner du temps, pour me connecter sur toutes les machines, donc je vais tuer front 2. Donc déjà, d'abord je fais un stop, comme ça on va voir que voilà, j'ai plus que front 1 qui répond. Je vais faire un halt pour bloquer Ansible. Il ne va plus pouvoir se connecter sur front 2, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Parce que c'est bien de montrer quand ça marche, mais c'est aussi bien de montrer quand ça ne marche pas. Donc là, je veux aussi dans la foulée ajouter un serveur pour compenser la perte. Donc on aura front 3 qui va arriver en plus. Donc là, il essaie de se connecter aux machines. T'as fait une modif? Ah, c'est bon. D'accord. On va partir son chemin. J'ai dû appuyer sur la touche. Donc front 2 n'a pas répondu, hein, il est éteint forcément. Bah, ça ne l'empêche pas de continuer, il va juste plus prendre en compte front 2. Il ne va pas se bloquer, et il nous le signale. Dans le compte rendu à la fin, il va nous dire qu'il y a eu un souci, mais il s'est occupé du reste. Et dans le même cas, si une machine fait une erreur en cours d'exécution, il va arrêter de la traiter, il va la laisser dans son état, il va finir avec les autres, et juste il va nous dire qu'il y a eu un souci sur cette machine-là pour qu'on la reprenne. Donc on peut voir aussi que front 1, qui était déjà lui installé, bah, il reste en OK. Front 3, par contre, lui change, parce que lui, il y a des choses à lui faire. En fait, Ansible va continuer jusqu'à ce qu'il y ait une machine qui répond. Si jamais on n'a plus de machine qui répond, là, on se prend une failure. Et donc là, dans le récapitulatif, on voit que front 2 était indisponible, mais que pour les 2 autres, il a fait les actions. Et donc on voit la différence entre front 1, où il y a eu un changement, probablement le fichier de HTML qu'il a dû régénérer, parce qu'il n'a pas pu faire vérifier si c'était identique. Et front 3, où il a fait tout le traitement. Et par ailleurs, à chaque proxy, il a régénéré une nouvelle configuration pour ajouter un nouveau serveur. Et donc maintenant, front 3 est disponible. Ça, c'est les commandes pour exécuter un playbook en fait. Donc c'est Ansible playbook, l'inventaire, enfin -i et l'inventaire derrière, et le nom du playbook à lancer en fait. Donc les avantages. Donc, bon, pour ceux qui sont un peu DevOps, un peu admin 6, enfin, nous on en a trouvé plusieurs, après c'est non exhaustif. Ça simplifie grandement les installations, parce que on vous a parlé brièvement des modules, mais il y a des modules pour ajouter des tâches cron, il y a des modules pour aller vérifier qu'une ligne est bien présente dans un fichier, il y a un module pour carrément sur les fichiers ini, aller positionner un couple clé-valeur avec la bonne valeur. Donc c'est vraiment beaucoup plus simple, parce que moi par exemple la commande sed, je ne la connais pas par cœur, je passe mon temps à aller la rechercher sur internet et ça ne marche jamais du premier coup. Donc les gestions de fichiers de configuration sont facilitées, la réutilisation. Ansible de base propose des rôles, donc si on fait bien les choses, si on crée par exemple un rôle pour installer Nginx, on peut le réutiliser dans la mesure du possible, parce que ça dépend de la distribution cible quand même. La gestion des états, c'est hyper pratique et hyper agréable de pouvoir voir à un instant T, juste en relançant un script, dans quel état est la machine, on est sûr de mettre toutes les machines dans le même état. La souplesse pour monter de version, etc. La communauté, on a une commande qu'on n'a pas parlé qui s'appelle Ansible Galaxy, qui
permet de télécharger des rôles. Je ne l'ai personnellement pas utilisé, mais on peut, un peu à la manière de Docker, on fait un Docker pool, on peut récupérer des rôles à utiliser directement sur sa machine. Et puis après, dans Google, vous voulez installer un truc, vous tapez Ansible role, le nom du truc, la tâche que vous voulez faire, par exemple Ansible role Nginx, et vous êtes sûr qu'il y a bien quelqu'un qui a déjà créé un rôle et qui l'a mis sur GitHub. Et après, on peut repartir de là et adapter à ses besoins. La documentation en ligne est plutôt pas mal aussi. On a à chaque fois la commande, les attributs optionnels et obligatoires, et puis souvent un certain nombre d'exemples. Le multinœud, c'est hyper agréable. On peut, avec des outils comme Terminator, se connecter et broadcast des commandes sur différents serveurs. Maintenant, ça n'est pas arrivé, mais si vous avez 100 serveurs à installer, là, avec Terminator, bon courage. Rien ou presque à installer sur les machines. Alors, ou presque, pourquoi? Parce qu'on installe tout sur sa machine client. Maintenant, dans le cas de Docker, par exemple, on peut, avec Ansible, construire une image Docker sur un serveur. Il faut que Docker soit installé sur la machine distante, forcément, mais il faut aussi que une librairie Python Docker soit installée sur la machine, par exemple. Et il y a d'autres exemples comme ça, donc c'est pour ça, ou presque. Voilà, les avantages, après, chacun trouve les avantages qui l'intéressent, mais nous, on en a déjà trouvé pas mal. Donc après, il y a des trucs à la con, on les a appelés comme ça. Donc par exemple, ça s'appuie sur le YAML, donc c'est un gars, je sais pas mal, c'est propre, c'est indenté, mais si on se trompe dans l'indentation, ça fout le bordel. Donc pour vous montrer un petit peu un exemple, donc là on a un WebItem, et donc là par exemple, il est mal indenté. Il ne devrait pas être comme ça, sinon ça pose un souci. Et normalement, il devrait être en fait aligné avec file. Et donc si vous êtes comme ça va vous poser l'erreur suivante. J'ai fait un petit screenshot et vous allez voir pourquoi je parle de messages d'erreur parfois obscurs. Celle-là, je l'ai eu chez Creative Data, j'ai cherché pendant une demi-heure pourquoi ça ne marchait pas, on a trouvé au hasard. Donc voilà, là c'est le message d'erreur qui dit à cause d'un défaut d'indentation. Donc une erreur apparaît à cette position, mais il ne donne pas plus d'informations. Voilà, le YAML c'est sympa, mais c'est le genre de truc où on peut perdre un peu de temps. Donc Ansible c'est bien, mais il y a quand même des petits trucs un peu chiants. Voilà. Ensuite, donc, un autre défaut, c'est quand même la vache. Par défaut, elle nous spamme la console, on en a plein et tout. Et quand on doit remonter dans l'historique, on a du mal. Déjà parce qu'on est limité normalement quand on remonte. Donc autant la désinstaller directement. La portée des variables, une défense d'Ansible, c'est de pouvoir enregistrer le retour de commande. Mais il faut faire attention, le retour de commande, il est uniquement enregistré sur la machine qui est commandée. Donc les serveurs, les nœuds, et la machine qui exécute le playbook, il n'y a pas accès. Ça reste côté client. Il faut faire aussi très attention au niveau des variables. Ils ont une priorité, on peut en mettre. Donc là, j'ai montré 5 endroits, mais il y en a même un peu plus, parce qu'au niveau de var, il y a différents choix. Et extra var écrase tout. Les défauts, c'est vraiment quand il n'y a rien d'autre qui les prend. Mais donc, il ne faut pas s'étonner si de temps en temps, on a des variables qui ne sont pas remplies de la bonne manière. Il faut aussi penser beaucoup à retester un script sur un environnement vierge. Parce qu'on crée son script, on fait des essais, et par exemple, on crée un dossier à la main. Nous, c'est passé, on a fait le sudo, on n'a pas fait gaffe, sauf que dans le script, on ne l'a pas précisé. Lui, quand il va essayer, le script est déjà présent, il n'y a pas d'erreur. Sauf que le jour où on est sur une machine vierge, le dossier n'est pas là, il n'a pas le droit de le créer, ça passe pas. Et du coup, on cherche. Autre souci, c'est les distributions, donc elles ont des petites différences, je l'ai cité, apt, yum. Donc Ansible est capable de vous fournir quelle distribution il est utilisée, mais c'est à vous de traiter les cas particuliers, de dire ce coup-ci, comme c'est une Red Hat, j'utilise Yum. Donc il faut y penser. Ensuite, obligation d'installer certains plugins, comme Rudy l'a dit, il n'y a presque rien à installer, mais pour utiliser sur du Docker, par exemple, il faut installer Python sur les machines contrôlées. Et pareil, pour faire un vulgaire wget, donc, qui est sous Ansible, c'est un get URL, il faut mettre l'HTTP lib2. Sinon ça ne marchera pas, donc vous pouvez le mettre via Ansible, mais il faut y penser aussi. Les droits de fichier aussi, on a souvent en tant qu'admin 6, on a l'habitude de faire un chmod 755. Mais sur Ansible, si vous faites ça, vous allez avoir des droits de fichier complètement ahurissants. Il faut penser à mettre le 0 précédent, donc c'est l'octal. Et enfin, on a eu le cas des tâches qui devraient prendre 1 seconde, nous ont pris plusieurs minutes. Donc moi je vais citer un chmod sur un dossier qui ne contient pas grand chose, mais il mettait beaucoup de temps. Ça ne faisait pas tous les coups, mais nous dans notre configuration on a eu le souci.
Voilà, après la liste des trucs avec moi, là c'est aujourd'hui notre retour d'expérience, il y en a d'autres, il y a des fois c'est peut-être nous qui avons fait les boulets, mais voilà, Ansible c'est bien, mais c'est pas magique. Maintenant, si vous avez des questions faciles, on va y répondre. Bravo. Je passe le micro. Ansible, il fait à peu près la même chose que je crois Puppet et Chef. Est-ce que vous avez testé, est-ce que vous avez des retours sur les deux autres outils, savoir ce que fait mieux de mieux Ansible, ce que font mieux les autres? Moi perso, non. Moi l'alternative c'était rien. J'avais mes propres shells. J'ai découvert Ansible ici, enfin chez Creative, et toi je sais pas. Moi non plus, de mon côté, j'ai testé que Ansible jusqu'alors. Il y avait des bons retours, donc je me suis dirigé là-dessus. J'en ai entendu parler après Ansible justement. Donc, Il y a Lyon qui va répondre à la question. Alors moi j'ai des éléments de comparaison par Puppet et Chef, ça fait 5 ans que j'essaie de comparer les trois. En fait, Puppet et Chef sont beaucoup plus abstraits, donc il faut que tu apprennes un nouveau langage, une nouvelle façon de faire. Là, c'est beaucoup plus proche du shell, donc c'est beaucoup plus facile à comprendre au début, si tu fais déjà du Linux. Donc tu as une courbe plus rapide d'apprentissage et tu auras facilement une meilleure maîtrise. Après, c'est une question de goût. un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on peut exécuter aussi des shells avec Ansible. Donc si vous avez déjà vos shells et que vous voulez juste les faire exécuter par Ansible pour pouvoir piloter tout ça, vous pouvez en fait. Donc en termes de pour migrer ou pour appréhender Ansible, c'est beaucoup plus simple. Et Terminator, il s'installe comment? apt-get installe Terminator? Exactement. Ok, cool. Ah, ça demain matin. Est-ce que vous avez une bonne pratique pour exécuter un playbook sur deux environnements différents? L'exemple typique, un environnement de dev et un environnement de prod. On va dire qu'il y a 90% de votre playbook qui est identique, mais qu'il y a quelques différences entre votre dev et votre prod. Bah, Ansible fournit beaucoup de possibilités, et donc par exemple on peut s'appuyer sur les custom var que j'ai montré dans l'inventaire. Donc voilà, on les définit, et dans les tasks, ou même dans les playbooks, on peut faire un when, et on va vérifier cette variable-là, et donc du coup en fonction des machines qui appartiennent au même groupe, on ne va pas faire forcément les mêmes actions. Donc ça peut être un moyen de faire une différence entre dev et prod. Après, moi, ce que je ferais bien, c'est que tu fais des rôles pour vraiment la partie globale, par exemple l'installation de Nginx ou ce que tu veux, et après la customisation. Là, tu fais par exemple deux playbooks différents qui vont aller charger les fichiers de conf ou vraiment les petites nuances, tu vas les traiter avec deux playbooks différents. Moi, c'est comme ça que je le ferais. Mais après, effectivement, il y a les vars. Ansible permet ça. Le risque aussi avec Ansible, c'est qu'on peut en avoir vite beaucoup et n'importe comment. Donc il faut aussi se discipliner, se structurer. C'est pas forcément évident. J'ajouterais aussi que Ansible a une bonne capacité que je n'ai pas montré spécialement. Ces playbooks, ces rôles, ces variables peuvent s'appuyer sur l'inventaire. Par exemple, on peut lui dire d'aller rechercher l'IP de la machine dans l'inventaire pour le mettre en tant que paramètre, n'importe quoi. Donc c'est une souplesse qui est là. Ok. Deuxième question. Est-ce que vous configurez les mots de passe, par exemple, de MySQL ou de autre chose dans le playbook, ou vous avez une autre façon de faire pour installer vraiment tout d'un coup? Alors au niveau des mots de passe, c'est le problème, parce que effectivement, si on veut configurer un MySQL, on va avoir tendance à devoir mettre le mot de passe dans le playbook, mais il y a la solution des extravers qui sont des paramètres qu'on met dans la ligne de commande. Et donc du coup les mots de passe sont juste tapés à l'exécution de la ligne de commande, mais jamais dans vos fichiers. Enfin à part dans l'history forcément. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une petite dernière? Je sais que pour se connecter aux machines, ils n'utilisent pas Vault ou un truc comme ça. Quelque chose pour sécuriser les mots de passe. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça justement pour MySQL? Alors oui, j'ai croisé ça dans la commande, on ne l'a jamais exploité. Nous, pour se connecter sur les machines, on s'appuie souvent sur les clés privées, clés publiques. Oui, c'est vachement plus pratique que les mots de passe, c'est sûr. Voilà. Mais peut-être que pour les mots de passe, justement, pour mettre les mots de passe dans des bases de données, il y a peut-être un truc à configurer avec ça. Je pense.
Je sais que pour le mot de passe SSH, tu peux le mettre dans l'inventory ou tu peux sinon rajouter une option à la commande Ansible Playbook avec -- ask password, je crois. Et là, il va te demander le password comme il te demanderait dans un terminal classique. Je ne sais pas si tu peux faire pareil pour le mot de passe d'une base de données, par exemple, type MySQL, mais il y a peut-être moyen d'avoir une interaction en fait. Moi qui utilisais un fichier un fichier en fait chiffré avec un mot de passe, un super password qu'on pouvait déchiffrer, et peut-être que là-dedans on peut mettre aussi des variables, je pense. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Là, ça va trop loin pour moi. À tester à la maison ce soir. Oui. Merci encore. Merci à vous.